Si je ne pense pas, qu'est-ce que je suis quand même? Bon, alors je pense, donc je ne suis pas serait plus précis, je ne pense pas, donc je suis serait encore une fois plus précis. Sauf que celui qui ne pense pas ne sait pas qu'il est, mais il est. Et celui qui pense n'est pas, mais pense qu'il est. Bon, on recommence. J'étais pas là, vous non plus. Bon, on va expliquer. Je pense qu'il faudrait... Ouais, ça y est, je pense que... Sans penser que je pense qu'il faudrait commencer par expliquer le phénomène de la pensée ou les mécanismes de la pensée, peut-être pour savoir, pour pouvoir faire la différence entre ce qui se pense et ce qui ne se pense pas. Je pense pas que ça serait bon, fait qu'on va le faire. Pour faire allusion à ton introduction. Bon, il y a deux mécanismes au niveau de la pensée et un mécanisme au niveau de l'absence de pensée. Il y a une pensée qui chemine à l'intérieur de la conscience de l'être humain et qui ne s'exprime pas nécessairement par l'action, par la parole, par la gestuelle, etc. Et il y a une pensée qui, elle, ne se pense pas au niveau de la conscience de l'individu, mais qui, par contre, va s'exprimer au niveau de la gestuelle et au niveau de la parole. Évidemment, on peut allier les deux, ce qu'on appelle préparer ce que l'on va dire. Alors, tout ce que François a donné, ou tout ce que je dis présentement, ou normalement lorsque deux êtres humains vont discuter ensemble, font partie du deuxième phénomène de la pensée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps de voir ce qu'ils pensent dans leur conscience, parce qu'ils l'expriment instantanément ou immédiatement au fur et à mesure que cette pensée apparaît chez eux. Cela veut dire que je demande par exemple à François, je pose une question, je vais l'interviewer un petit peu. Que penses-tu de la couleur de ce pamphlet? Tu réponds. Qu'est-ce que je pense de la couleur de ce pamphlet? Ce qu'il vient de dire fait partie, il n'y a pas pensé à ce qu'il allait dire, mais il l'a dit. Alors, ça fait partie du deuxième phénomène de la pensée, c'est-à-dire que c'est un mécanisme de pensée qui n'a pas le temps d'être mémorisé avant d'être servi. C'est un réflexe. Exactement. Alors, ce qui fait que si nous discutons tous les deux de ta cravate, par exemple, ou de mon absence de cravate, on peut se mettre à parler. Alors, on va penser à haute voix, ce qu'on appelle discuter. C'est un mécanisme de la pensée, mais on peut aussi penser dans notre tête. Alors, les moines disaient souvent que l'homme, avant de parler, doit tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. Lorsque j'étais jeune, j'ai déjà essayé ça et je pensais à tourner ma langue 7 fois dans ma bouche, ce qui fait que je ne pensais pas à ce que j'allais dire. Et lorsque je parlais, c'était comme si je savais rien dire, rien fait. Ça ne changeait rien. De ces deux mécanismes de pensée, celui où l'homme est là, il réfléchit. Il pense à ce qu'il peut dire, ou il pense à ce qu'il peut faire. Et celui où l'homme, sans être conscient de sa pensée, parle ou bien agit, ces deux mécanismes sont reliés à la même source, à l'expérience, donc à une forme de programmation mémorielle. Tandis que ce qui ne se pense pas, la faculté d'avoir un savoir instantané, la faculté de pouvoir répondre à n'importe quelle question, sans savoir au préalable la réponse, sans même en savoir les données au préalable, c'est quelque chose de neuf au niveau de l'être humain, d'une façon collective, d'une façon de groupe, et c'est quelque chose qui fait peur à l'homme ancien, à l'être ancien, à la femme ancienne. Le fait de dire, par exemple, je prends quelqu'un ici parmi l'assistance et je lui dis, viens m'interviewer. Alors la personne va dire, alors je suis pas prête, je sais pas. Voilà. Cette personne se réfère à son expérience. Donc, elle n'a pas, selon elle, ce qu'il faut dans son expérience mémorielle pour arriver à penser convenablement pour m'interviewer ou pour faire une conférence. Tandis que la personne qui est reliée au savoir spontané, elle n'a pas besoin de se préparer. Elle n'a pas besoin d'être préparée. Si elle s'assoit ou si on lui pose une question, eh bien, elle répond. Alors, c'est simple. Ça ne fait pas transpirer, ça ne donne pas le trac, ça n'énerve pas, ça permet à cette personne de jouer au tennis 5 minutes après avoir pris une douche, de venir faire une conférence et de retourner à sa partie de tennis après la conférence sans qu'aucun stress égoïque ne soit parvenu à sa conscience. Qu'est-ce que la pensée? Je pense, donc je suis. Totalement faux. Je ne pense pas, donc je suis serait plus vrai. Mais je ne pense pas, donc je suis ne peut pas être pensé. Parce que si on pense qu'en ne pensant pas on est, c'est qu'on pense, donc on n'est pas. Au niveau de l'être nouveau,
il y a souvent des choses qui paraissent paradoxales. Lorsque l'on dit « l'être nouveau aime parce qu'il n'aime pas », l'être ancien n'aime pas parce qu'il aime, c'est paradoxal. Lorsque l'on dit « je pense donc je ne suis pas », je ne pense pas donc je suis, cela aussi paraît paradoxal. Pour être, il faut être capable d'être. C'est-à-dire que pour exister dans un monde qui s'appelle l'actuel, dans un monde qui s'appelle le présent, mais un présent réduit à l'instantanéité, un présent qui n'ose pas s'attacher au présent, pour se transformer en passé et en mémoire du passé. Pour être, on doit être vivant. Paradoxe, la personne qui a dit cela le premier est morte dernièrement. Krishnamurti. Mais effectivement, l'homme qui vit dans son passé n'est pas dans le présent. C'est-à-dire que l'homme qui pense n'est pas en affinité, n'est pas en résonance avec l'instantané. Donc, il ne peut pas avoir un savoir instantané. On va revenir sur le savoir instantané. Le fait de pouvoir penser, le fait d'être capable de réfléchir, une forme d'énergie dans un miroir qui porte le nom de conscience, amène l'homme à accumuler de ce savoir. Il amène l'homme à accumuler de l'expérience, de la connaissance. C'est-à-dire que l'homme est constitué par une forme d'énergie que l'on connaît sous le terme d'ego, ce que j'appelle aussi la psychologie. L'étude de l'âme, psychologie. L'homme est constitué par une âme. Prenons un exemple terre à terre, facilement perceptible par tout le monde. Vous pensez dans la langue où vous parlez. Celui qui est bilingue peut aussi penser dans 2 langues. Celui qui est trilingue peut aussi penser dans 3 langues. C'est-à-dire que celui qui est bilingue, lorsqu'il parle en anglais à un anglais, pense en anglais. Lorsqu'il parle en français à un français, pense en français. Vous n'êtes pas capable présentement de penser en russe, en tchèque, en espagnol pour ceux qui ne parlent pas l'espagnol, en pérouvien, en quiché, pour la simple raison que vous n'avez pas appris ces langues ou ces dialectes. Donc, vous ne pouvez penser qu'à partir de la langue que vous avez appris. Cela veut aussi dire que vous pouvez penser seulement et strictement à partir de ce que vous avez appris. Vous ne pouvez pas penser à partir de ce que vous n'avez pas appris. Si je vous demande de me parler de physique nucléaire, pour la grande majorité, vous ne pourrez pas. Parce que vous n'avez pas appris. Si je vous demande de me donner la vitesse de la lumière, pour la majorité, vous ne pourrez pas, parce que vous ne l'avez pas appris. Et regardez le dilemme dans lequel l'être humain est placé par le fait qu'il ne peut penser à rien de neuf, mais qu'il ne peut créer qu'une illusion de neuf embrassant le passé. Êtes-vous capable de réfléchir à quelque chose que vous ignorez? Non. Est-ce que certains parmi vous savent ce qu'est l'animal qui porte le nom de marsupilami? Pas tous. Alors ceux qui ne savent pas ne peuvent y penser. Par contre, si je vous demande, savez-vous à quoi ressemble un hippopotame? La grande majorité, vous allez être capable de visualiser l'hippopotame, parce que vous l'avez appris. Mais savez-vous ce qu'est un archéoptéryx? Ou ce qu'était, pour être précis? L'archéoptéryx a été le premier reptile volant à avoir des plumes. C'était l'un des descendants des dinosaures, du ptérodactyle, du Rhamphorhynchus, on pourrait en nommer. Vous ne pouvez pas penser paléontologiquement si vous n'avez pas appris. Tout ça pour que vous saisissiez, à l'extérieur de votre phénomène orgueilleux, le fait que vous n'êtes pas capable de penser à quelque chose qu'on ne vous a pas inculqué.
vous n'êtes pas capable de penser à quelque chose qui n'a pas été mémorisé d'une façon quelconque au courant de votre vie, consciemment ou inconsciemment par vous. Alors, ce mécanisme de la pensée, vous pouvez penser à partir de ce que vous savez. Vous n'êtes pas capable de me dire de quelle façon est construit un distributeur d'auto, pour ceux qui ne savent pas. Alors, le mécanicien ou celui qui a appris un peu de mécanique peut m'expliquer à quoi servent les petits balanciers dans un distributeur d'auto. Mais ceux qui n'ont pas appris ne peuvent pas. C'est là la limite de la pensée humaine. Et ce soir, vous devez arriver à bien cerner la limite de cette pensée. Traditionnellement, à l'échelle de la planète, on essaie d'inculquer à l'homme le pouvoir de la pensée, la puissance de la pensée, alors que la pensée est la puissance de l'ignorance. La pensée humaine essaie de constituer des choses sur ce qu'elle ne comprend pas et sur ce qu'elle ne perçoit pas. Elle est un mécanisme de désordre. Ce que l'homme ne voit pas, il essaie de l'imaginer. Et la pensée est l'une des facultés expressives de l'imagination. On dit que la pensée peut guérir. C'est vrai, à la seule condition qu'elle cesse de rendre malade. Mais elle ne peut pas guérir. Elle peut empêcher la maladie, c'est-à-dire qu'elle peut cesser de rendre le corps malade en puisant dans l'énergie vitale et dans l'énergie physique l'essence même de son existence, de sa pensée. Pensez à être pauvre, vous serez pauvre. Pensez à être riche, vous ne serez peut-être plus pauvre, mais vous ne serez pas riche. Pensez à être malade ou pensez d'une façon maladive, vous serez malade. Pensez d'une façon constructive fait que vous allez cesser de penser d'une façon maladive. Alors les maladies créées par votre façon de penser vont disparaître. Là, il y a guérison par la pensée. Mais plus loin, on ne peut pas. La pensée est limitée. Alors on va essayer de convaincre l'humanité, et ça c'est l'une des forces manipulatives, des forces d'involution planétaire. On va dire à l'homme que par le pouvoir de la pensée, il peut faire bouger les objets à distance, alors que c'est totalement impossible. Certains humains, involontairement, font bouger les objets, les brisent, perturbent l'électronique ou l'électricité. Involontairement, parce que ce n'est pas inhérent à leur pensée. Lorsque l'homme passe son temps à penser, à se concentrer pour faire bouger quelque chose, il n'y arrive pas. Certains, un jour, vont arriver à faire quelque chose, mais ce ne sera pas par la pensée. Mais vu que leur pensée a été canalisée vers cette action, ils vont croire que c'est l'un des résultats de la pensée. Une expérience PMC que je vous demande de faire, et j'aimerais que tout le monde vous participiez. Parce que c'est important que vous découvriez de quelle façon l'homme peut se faire charrier, de quelle façon l'humain peut se faire manipuler à rester imbécile, parce qu'il reste dynamisé sur une faculté limitée de ce qui le constitue, la pensée. L'homme n'arrive à rien avec la pensée. Il pense arriver, il pense penser. Alors on fait une expérience bien simple. Pour ceux qui ont suffisamment d'ego et d'orgueil pour être gênés, essayez quand même. On va prendre son bras droit et on va le laisser pendre à côté de soi. Et que c'est donc facile. Et là, on va découvrir que la pensée est une faculté tout à fait limitée de l'homme. Mais qu'il y a quelque chose d'autre. Alors, on se concentre par la pensée pour faire en sorte que notre bras lève. Que notre bras se lève. Alors, on se concentre, on fait, mais faites-le, essayez. Par la pensée, de faire bouger votre bras. Remarquez que la majorité des imbéciles essaient de faire bouger quelque chose, alors que le bras qui est relié à leur propre conscience cérébrale ne bougera même pas par la pensée. Encore moins le verre. On lève, on se concentre pour faire lever le bras. On met tout ce qu'il faut par la pensée. Allez-y, vous ne réussirez pas. Maintenant, on lève le bras. Et c'est autre chose.
C'est tout à fait autre chose. Imaginez-vous un corps relié à la faculté d'être contrôlé par la pensée. Ça ne serait même pas viable. Vous devriez penser à respirer, à faire circuler le sang, à sécréter les hormones, à équilibrer le corps, etc., etc., etc. Mais ce n'est pas tout. Le réflexe ne pourrait même pas exister dans un corps manipulé par la pensée, parce que vous devriez penser avant d'agir. Et la pensée est extrêmement lambineuse. Le corps en mourrait rapidement. Vous conduisez une automobile et vous devez penser chaque fois que vous devez éviter quelque chose. Vous éviterez pas grand-chose. On vous lance quelque chose, vous devez penser avant d'agir. Lorsque vous allez penser qu'il faut agir, il sera trop tard. Vous jouez au ping-pong, pensez à vos coups en jouant au ping-pong. Non. Il y a quelque chose d'autre chez l'homme qui s'appelle... On peut mettre plusieurs noms, mais c'est l'instantanéité. Et cette instantanéité, elle a la faculté de permettre à l'homme de vivre. C'est cette instantanéité qui vous permet de jouer, de faire du sport, mais de rester intégralement en vie. Ce n'est pas la pensée. La pensée, elle accumule les choses vécues par l'instantanéité du corps physique, du corps vital, du corps astral, du corps mental. Elle l'accumule et après, elle médite dessus. Elle ressort cela pour dire « j'ai fait ceci, j'ai joué à ceci ». Ou encore « paf, wow, le beau coup ». Mais qui l'a fait le coup? Pas la pensée. Elle jouit du coup. Que quelque chose chez l'homme, chez la femme, a permis. Mais ce n'est pas la pensée. Être, c'est d'être capable d'être vivant. Ne pas être, c'est être mort. Ne pas être, c'est être assujetti aux choses mortes. Ne pas être, c'est être assujetti à ce qui ne vit plus. Et la vie, elle n'est réelle que dans un laps de temps intemporel qui porte le nom imbécile d'instantanéité. Même le nom instantanéité, quand je dis c'est imbécile, c'est parce que ça prend déjà presque une seconde à dire instantanéité. Bon, ça n'a rien à voir avec l'instantanéité. Si l'homme, si la femme et si l'enfant apprend à découvrir chez lui ce qui est instantané, la chose, l'énergie, la faculté, la puissance, le pouvoir, appelez ça comme vous voulez, qui lui permet de prendre quelque chose, de le lancer et de le rattraper. Juste ça. Oh, médicalement parlant, on parle de coordination avec ceci, 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 mais il y a des personnes qui ne sont pas capables. Bon, j'ai pensé. Et lorsque je pense et que j'attrape, je dis la pensée a un pouvoir. Et c'est là le problème. Lorsque l'on pense et qu'en même temps l'énergie qui nous habite, ce qui vit, permet d'accomplir une action, la pensée, qui est le phénomène réflectif de l'ego, s'imagine automatiquement que c'est grâce à ça. Il y a quelque chose chez l'homme qui, par instinct de survie, peut s'exprimer. Il y a quelque chose chez la femme qui, par instinct de survie, peut s'exprimer. Il y a quelque chose chez l'être. Quelque chose qui est autorisé par l'ego, par la mémoire, à vivre. Parce que si cette énergie ne pouvait s'exprimer, le corps physique mourrait. Et autre chose, parce que si cette énergie ne pourrait s'exprimer, l'ego ne pourrait plus accumuler mémoire sur mémoire pour se donner l'impression qu'il sait, donc pour se rassurer. Cette faculté peut porter un autre nom, énergie intentionnelle. La seule énergie créatrice qui permet l'homme et qui permet à l'homme d'être. Mais les noms, c'est pour se comprendre. Sachez ceci, lorsque vous pensez en vue de régler un problème, vous essayez de régler le problème à partir de votre expérience.
Plus un être humain a de l'expérience dans un domaine, plus il se sent sécure dans ce domaine. Ce qui limite encore une fois sa possibilité d'évolution. Parce que s'il est sécure dans une religion, il fuira le reste, ou il sentira de l'insécurité. Parce que s'il est sécure dans la mécanique, il fuira le reste de toutes les conditions matérielles qui peuvent lui permettre un jour de s'améliorer. La sécurité par la pensée ou par l'expérience fait que vous allez refuser un jour d'avoir d'autres formes d'expérience. Vous faites 2-3 sports, pourquoi en faire d'autres? On est bien dans ceux-là. Vous faites 2-3 études, pourquoi commencer dans quelque chose de totalement différent? On est bien là-dedans. Sauf si on manque notre coup, on recherche la sécurité. Il y a quelque chose chez l'homme d'intelligent, non pas d'intellectuant, c'est-à-dire non pas relié à la pensée, c'est-à-dire non pas relié aux mémoires. Vous pouvez penser qu'à partir de vos mémoires. Et c'est pourquoi la pensée est morte. La pensée, ce n'est pas quelque chose de vivant, c'est quelque chose d'inexistentiel dans l'étape d'être, dans l'instant présent. Si vous oubliez tous vos mémoires, vous ne pouvez plus penser. Vous allez agir dans le vivant, comme un bébé qui vient de naître. Vous allez réagir aux stimuli immédiats sans les enregistrer, jusqu'à temps que le corps ait la faculté biochimique d'enregistrer la mémoire. Alors là, vous allez commencer à accumuler de l'expérience, vous allez pouvoir commencer à penser. Je prends un exemple. Les chiffres sont arrondis parce que je n'ai pas la tête à calculer au centième près. Je prends un exemple. 150 000 personnes, chaque semaine, achètent un billet de loterie. Chaque semaine, un tirage d'1 million de dollars est donné et chaque semaine, une personne gagne. 150 000 personnes espèrent gagner. C'est un phénomène typique de la pensée, mais non pas de l'intelligence spontanée. Voyant ce que je suis, voyant ce que je peux être, mécanisme tout à fait de la pensée, parce que si je peux voir ce que je peux être, c'est que je l'ai en dedans. Je sais que je peux gagner 1 million. Je sais qu'est-ce que je peux acheter avec 1 million. Je m'imagine plusieurs choses et là, j'achète un billet de loterie. Et je m'en remets souvent à cette loterie. Dans 2884 années, les 150 000 personnes auront été millionnaires. Plus de 60 vies seront nécessaires à certains s'ils mettent de l'argent chaque semaine dans ce billet de loterie, dans l'espoir de gagner. Mais ça, la pensée ne l'amènera pas à l'être humain. Maintenant que j'en parle, ça va l'amener à l'être humain. Si une personne à 20 ans commence à acheter ce billet de loterie chaque semaine, et si elle meurt à 60 ans, elle aura vu 2080 gagnants sur 150 000 dans sa vie. Elle a une chance sur une soixantaine d'être l'un de ceux-là. Sinon, dans une autre ville, devra recommencer. Et dans une autre ville, devra recommencer. Parce que 150 000 personnes, un gagnant chaque semaine, au-dessus de 2800 années. 500 000 personnes, calculées. Mais la pensée ne pense pas ça, la pensée. La pensée, elle pense que oui, mais si je gagne. Oh, ça peut être amusant de mettre $1 ou 2 ou 10 par semaine. Ça peut être amusant. Si c'est juste amusant, amusons-nous. Mettre $1 ou mettre $5 pour voir un film, ou amusons-nous. C'est parfait, ça relaxe. Mais lorsque la relaxation devient un mécanisme qui nourrit la pensée et qui fait qu'on en transpire, qui fait qu'on recommence, qui fait qu'on veut, qui fait qu'on veut, qui fait qu'on veut, c'est un mécanisme de la pensée qui fouille dans les mémoires et qui essaie de vous créer un avenir, tandis que l'avenir n'existe pas encore. Être spontané veut dire être capable de ne plus penser. Être capable de ne plus penser tout en étant attentif, tout en étant alerte, tout en étant disponible à la vie. Cela veut dire que depuis le début de cette conférence et depuis que je fais des conférences, je ne pense pas.
Lorsque je dis que je fais des conférences parce que j'apprends, c'est vrai. N'ayant pas besoin de me préparer, je parle. Je parle, simplement, je parle. Et ayant la possibilité d'avoir accès à ce savoir instantané, à ce savoir spontané, à ce savoir non relié aux mémoires planétaires, je peux me permettre d'apprendre. Mais j'apprends plus vite que n'importe quel être humain, pour la simple raison que je n'ai pas besoin d'attendre qu'on ait suffisamment transformé le passé pour en créer un présent. Su qu'il devrait travailler s'il voulait vivre. Alors il a marché pendant une journée à contourner ce lac qu'il croyait aussi reconnaître. Et c'est là la mémoire expérientielle. C'est là qu'elle peut tromper l'homme. Après avoir fait le lac, il n'a toujours pas retrouvé ce qu'il cherchait. Mais il a trouvé une cabane. La nuit revenait. Il est rentré dans la cabane. Il y avait une truie, non pas un cochon, un poêle à bois, du bois, quelques boîtes de conserve, une couverture de plastique et des sacs en polythène. Alors il a allumé son feu de bois, il s'est réchauffé, il a dû découper ses bottes pour les ôter. Mais avant, il a dû mettre ses pieds dans la truie pour faire fondre la glace. Et lorsqu'il a retiré ses bottes et ses bas, ça sentait mauvais. Il ne sentait pas ses pieds, ils étaient durs comme des blocs de glace. Après avoir mangé, il est ressorti, il a mis des sacs de polythène autour de ses pieds, ses bottes ne faisaient plus, et il a marché une autre journée après avoir su où il allait. Après une autre journée, il s'est rendu compte qu'il ne savait toujours pas où il allait. Mais il était chanceux parce qu'il a trouvé un deuxième chalet sur le bord du même lac avec une chaloupe. Dans ce chalet, il s'est rendu compte qu'il avait perdu l'un de ses sacs de polythène, donc il avait marché nu-pied une journée de temps, sur un pied. Notre bonhomme s'est assis, il a commencé à avoir peur. Certains diront qu'il était temps. Le lendemain, il a essayé de mettre la chaloupe à l'eau. Il a manqué son coup, il a glissé, il est tombé dans l'eau. Alors il est revenu se réchauffer. Une autre journée. Il a réussi à mettre sa chaloupe à l'eau, il a traversé. Et de l'autre côté, il est monté sur le bord du lac, il a rencontré une route. Un camion de l'Hydro-Ontario passait par là, il l'a ramassé. Les médecins vont dire que c'est incroyable, ce bonhomme a vécu. C'est formidable. C'est moi pas stupide. L'autre phénomène humain, c'est un indigène, descendant des Mayas, qui, dans une jungle dense, se perd, lui aussi. Parce qu'il a suivi des sentiers pour aller à la chasse, et il s'est trompé de sentier. Il avait cru reconnaître les sentiers, et ce n'étaient pas les bons sentiers. Après 1h30 de marche, les sentiers disparaissent. Alors à la machette, il poursuit, croyant reconnaître des têtes d'arbres. Et après un moment, il se retourne vers nous et il nous dit « Je ne sais plus ce qu'on est ». Alors notre bonhomme s'éloigne de nous. Et il commence à regarder la tête des arbres, à faire le tour 360 degrés. Il respire, il sent. Il est totalement déconnecté de ses mémoires. Et il vient nous voir, il dit, par là-bas, on s'en va. Alors nous, on suit. Parce que nous, n'importe où, c'est pareil. Alors on suit. Après une autre demi-heure, il arrête et il fouille. Il découvre qu'en passant en contournant une lagune, on va arriver direct. C'est plein d'eau, c'est plein de serpents, c'est dangereux. Alors il préfère prendre un autre détour qui va être plus rapide en temps, mais plus long en distance. Un autre détour qui peut le perdre. Il ne peut plus être perdu parce qu'il est devenu un être vivant.
Alors on contourne par un autre chemin, il arrête encore, il grimpe sur une vieille souche, il respire, il sent, il descend, il dit c'est par là. À la machette, on ouvre un chemin dans une espèce de grande jungle où on n'a que des grandes plantes vertes, où on ne voit absolument rien sauf les plantes qui tombent frayant le chemin. Et au bout d'une vingtaine de minutes, on arrive en arrière de la hutte d'où on était parti. On n'arrive pas du tout par le même chemin, on arrive par un endroit où notre guide n'est jamais arrivé. On est arrivé direct dessus. Pourquoi? Et là, si les médecins l'observent, ils vont dire « Ah, mais c'est normal, c'est un indigène, il a le sens de l'orientation. » Et l'autre qui n'a pas le sens d'orientation, c'est formidable. L'un des deux est relié à sa mémoire du passé. Il pense. Et tant que l'expérience qu'il a peut réellement être placée en affinité avec l'actuel, ça fonctionne, la pensée. L'homme peut se permettre de penser que dans un cadre connu. Mais dans un cadre non connu, c'est un danger de penser. Notre guide a cessé de penser parce que quelque chose de vivant chez lui a dit que si tu veux retrouver ta cabane et ne pas passer la nuit dans cette jungle, il faudra que tu t'attaches à la vie. Le savoir instantané, il s'est branché, il a observé, il n'a rien vu, mais il a su. Il a su par où aller. Il a su quels étaient les chemins les plus faciles, quels étaient les chemins qui en temps seraient les plus courts. Il a su. Comment? Ah, il ne le sait pas. C'est par là. On veut l'astiner, pas de problème. Bye-bye, lui s'en va par là. Il peut donc se permettre, comme d'autres indigènes plus sauvages que j'avais rencontrés dans la jungle du Guatemala, il peut donc se permettre d'aller à la chasse. Ils partent à la chasse dans la jungle, ils reviennent 4-5 jours après. Savez-vous combien d'êtres humains présentement dans un territoire connu, dans un territoire industrialisé, comme prenons l'exemple du Québec, pourraient partir dans une forêt, même une forêt connue, une semaine de temps et marcher sans arrêt pour revenir exactement au point de départ, sans boussole, sans carte? Pas beaucoup. Provencher, peut-être, mais dans la forêt, ils ne pensent pas. Certains montagnais, peut-être, mais dans la forêt, ils ne pensent pas. Et remarquez que dernièrement, on a même des Amérindiens qui se perdent. Et les forces canadiennes sont obligées de partir à leur recherche. Parce que ce sont des êtres qui sont de plus en plus civilisés. Et ils se perdent. Le savoir spontané n'est pas là strictement pour permettre à l'homme de garder son véhicule physique en bon état. Il est là aussi pour permettre à l'homme de savoir ce qu'il est. Alors, l'homme ne se pose plus de questions, parce que se poser une question, c'est penser. Mais c'est intéressant, pareil, de répondre à des questions qu'on ne se pose pas. C'est ce que je fais. C'est pourquoi je veux que vous me posiez des questions. Parce que si je regarde, moi, j'en ai pas à poser. Alors, j'aime bien répondre, mais je n'ai pas de questions. J'ai besoin de l'intervieweur de temps en temps. Me poser des questions. Une chose qui est essentielle à saisir, c'est qu'on a instruit le Québécois, on a instruit le Canadien, on a instruit l'humain qu'il était un être médiocre. Qu'il était un être assujetti à sa pensée. Et cela a été vrai pendant quelques millions d'années. Lorsque l'homme est assujetti à sa pensée, on peut le programmer, on peut le collectiver et on peut décider pour lui. Parce qu'il ne peut pas penser s'en sortir, vu que jamais il n'a appris qu'il pouvait s'en sortir. Lorsqu'un être humain commence à dire « c'est vrai, mais je pourrais être libre », c'en est fait de la tyrannie. Mais tant que l'être humain n'a pas l'idée qu'il peut s'en sortir, il reste dedans. On va dire c'est vrai et on peut dire c'est faux. Tant que l'esclave ne sait pas qu'il peut s'en sortir, il est bien esclave. Tant qu'un peuple ne sait pas qu'il peut renverser le tyran, il est bien. Vous savez que lorsque les Allemands sont pénétrés à Paris, beaucoup, et même la majorité des Français, pensaient que les Allemands étaient intuables, ils étaient immortels.
On ne pouvait pas tuer un Allemand, on tirait dessus et les balles ricochaient. Alors on n'a pas essayé. Et à un moment donné, certaines personnes suffisamment frustrées ont décidé de tirer dessus juste pour les écœurer. Qu'ils ont fait. Ah, ça s'est su vite. Et on a organisé la résistance. L'Allemand était un homme mortel. Mais qu'en est-il de l'être humain qui présentement est dans un mécanisme de souffrance, qui présentement est dans un mécanisme de maladie, qui présentement est dans un mécanisme de peur, de possession, dans un mécanisme où il n'arrive pas à s'en sortir? Qu'arrive-t-il à cet homme, à cette femme ou à cet enfant? La même chose. Si on ne lui dit pas qu'il peut s'en sortir, ça, il n'essaiera pas de s'en sortir. Il va être bien, ou il va être mal, mais il va être comme ça. L'homme pense. Et l'homme pense que seule la faculté de penser permet à un homme ou à une femme de monter dans une société. C'est de l'intellectualisme, de l'intellectuance, de l'intelligence passive reliée à vos mémoires. Êtes-vous capable d'aller en cour fédérale ou en cour provinciale et de vous défendre seul, sans avocat? Vous allez vous faire avoir pour la grande majorité d'entre vous. Mais une personne qui a le savoir instantané, et le savoir instantané, ce n'est pas qu'il sait tout. C'est qu'il sait ce qu'il a besoin de savoir lorsque c'est utile. Exactement comme notre Péruvien qui est perdu dans la jungle, il ne connaît pas tout. Tout ce qu'il sait, c'est que je veux aller là, je suis ici, alors je vais par là. C'est intelligent. Il sait ce qu'il a besoin de savoir. Alors vous allez en cours et on vous sort telle loi. Il n'y a pas un seul avocat qui peut aller écraser un homme ou une femme qui est relié à ce savoir spontané. Mais n'importe quel avocat peut écraser une personne qui n'a pas la connaissance de la loi si elle n'est pas reliée au savoir spontané. Pourquoi? Parce qu'elle ne pourra pas rien dire. On va lui dire que la première chose qu'on a dans le Code civil, c'est que l'ignorance d'une loi n'est pas une excuse. Brillant. Alors que les avocats eux-mêmes ignorent des grandes parties de la loi, alors il faut les étudier avant chaque procès, ils vont refouiller dedans, et on oblige le citoyen qui n'a pas cette connaissance, on lui dit que le fait de ne pas connaître une loi n'est pas une excuse. Alors cela veut dire qu'on peut créer n'importe quelle loi et vous les ignorez. Donc vous restez assujettis à être totalement manipulés. Continuellement, vous ne pouvez rien faire. Ces temps-ci, on parle du protecteur du citoyen. Qui connaît le protecteur du citoyen? Personne. Dernièrement, oui. Ce soir, une personne me contait justement une aventure qui s'est passée dans un sous-sol où un jeune enfant a été suffisamment battu pour que lorsque la société a décidé d'intervenir, il avait les jambes brisées, il avait etc., un enfant de 5 ans. Mais ça l'a pris du temps avant que la personne, donc un voisin, se rende compte de ce qui se passait. Les fenêtres étaient barricadées, voilà. Et lorsque cela a été fait, ça a pris 2 semaines avant que la société... Parce que la société, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a envoyé une lettre enregistrée aux parents de l'enfant pour lui demander s'il battait l'enfant. Alors évidemment, personne ne battait personne. Et lorsque le voisin est rentré, qu'il a presque défoncé la porte et qu'il est venu engueuler, alors on a appelé la police parce qu'il y avait une chicane. Quand les policiers sont rentrés, là, ils ont pu voir. Mais est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'il y a moyen de... Ben oui. Mais si cela est ignoré dans la pensée de l'homme, non. Alors un jour, il faut un marginal, un fou, qui tout d'un coup a un flash, un contact avec le savoir spontané, qui tout d'un coup a une illumination, un contact avec le savoir spontané, qui tout d'un coup a une intuition, un contact avec le savoir spontané, et lui va dire ceci, cela, cela. Et là, c'est maintenant dans la pensée de l'homme. Et là, ça va germer. Mais il y a moyen d'être non plus assujetti à ce phénomène de la pensée et d'arriver à être connecté, on peut dire, à être relié, à exprimer la science instantanée, le savoir instantané, à exprimer ce qui ne se pense pas. J'ai déjà fait une conférence, il y a quelque temps, qui s'intitulait « La parole est d'or ». Effectivement, l'homme, la femme et l'enfant qui voudra atteindre ce savoir spontané devra passer par le biais de la parole, c'est-à-dire qu'il devra parler. L'homme n'a pas présentement la faculté de se relier au savoir spontané sans passer par la parole. Alors moi, je vous prends dans un coin et je vous dis, qui est Dieu? Je te tue si tu ne me réponds pas. Tu vas trouver des réponses.
Mais comme jamais t'en aurais trouvé si t'aurais pensé. C'est mon papa, il est plus fort que le tien. Exactement. Sauf que dans les réponses que tu vas trouver, il y a des maudites choses qui peuvent sortir, qui peuvent être drôlement intéressantes. Lorsque l'homme est acculé et que sa pensée ne sert plus, il se relie. L'homme souffre, et oui. Parce que si l'homme ne souffre pas, l'homme n'est pas acculé. L'homme n'est pas acculable. La parole. Parler. On peut, par la parole, exprimer la pensée. On peut divaguer, on peut spéculer, on peut s'amuser. Mais ce n'est pas ça. Vous parlez et vous vous observez. Vous parlez et vous restez attentif de ce que vous dites. Si vous préférez, discutez, enregistrez et écoutez-vous. Vous allez dire, voyons, non, mais je suis bien ici, je suis bien ça. Parfait. Parlez et observez-vous. Et lentement, assez rapidement même, le mécanisme d'expression d'un verbiage inutile va lentement s'effacer pour tendre à laisser sortir des réponses qui vont vous surprendre. Qui vont surprendre. Et là, l'homme médiocre, la femme médiocre va dire, ben oui, mais tu sais, je réponds ça, mais ça veut pas dire, tu sais, que je sais pas, moi, si c'est correct, ça. Elle redescend dans le monde des morts. Moi non plus, je le sais pas, mais c'est-tu grave? Parce que si tout le monde le dit, ça veut pas dire que c'est mieux. Puis si tout le monde le pense, ça fait 20 ans qu'on le pense, ça veut pas dire que c'est mieux. Fait que ça, on ne sait pas plus si c'est mieux ou pas mieux. Mais une chose qui est certaine, c'est que pour la première fois peut-être de votre vie, c'est qu'il y a quelque chose qui va sortir de votre bouche qui va venir de vous. Et ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux que de dire quelque chose qui vient de la conscience collective de tout le monde. Si ce que vous dites est identique à ce qui a été dit, c'est pas grave. Peut-être que c'est vrai pareil. Peut-être que pour la première fois, vous allez avoir l'impression égoïque de répéter quelque chose qu'un autre a dit, tandis qu'en réalité, vous ne le répéterez pas. Vous allez le dire. Ce qui n'est pas pareil. Lorsque vous allez dire quelque chose qui va venir de vous, même si quelqu'un d'autre le dit, ça vous appartient. Mais lorsque vous répétez des choses, même si ça fait bien, même si ça résume bien votre pensée, ce n'est pas rien d'autre qu'une répétition, un manteau qu'on met. Parce que, exactement comme si je dis je m'habille en Superman, parce que ça réfléchit bien ma pensée. C'est moi. Alors voilà, parce qu'on prend la phrase de quelqu'un puis on la dit toujours, parce que ça résume bien la pensée, c'est la même chose. C'est comme porter l'habit d'un autre, parce que ça résume bien notre psychologie. C'est pareil. Parlez. Parlez entre vous. Pas de Dieu, de ci, de ça. Parlez. Et observez ce que vous dites lorsque vous parlez. Premièrement, vous allez apprendre de vous. Et deuxièmement, vous allez être capable lentement de vous dégager de la pensée pour vous diriger vers un savoir instantané. Ce n'est pas l'homme qui le donne, c'est l'homme qui le crée. C'est la femme qui le crée. C'est facile, facile. Sauf que si la pensée pense que dans le temps d'une seconde ou dans le temps de le dire, elle aura ce contact avec l'intelligence spontanée, non. Il faudra que la pensée ne pense plus. Pas qu'elle pense qu'en faisant ceci ou cela, ça va aller plus vite. Parlez. Parlez. La parole est d'or. Dans l'antique monde piscéen, dans le monde de l'être ancien, silence est d'or, la parole est d'argent. Pardon. Le silence, ouais, c'est ça. Mais au niveau de l'homme nouveau, le silence est d'argent, la parole est d'or. Mais il faut faire attention au verbiage inutile. Observez ce que vous dites. Vous allez rire. Et vous allez lentement apprendre de vous. Alors c'est intéressant de voir que ce que tu exprimes au niveau de la parole correspond à un aspect d'action et la pensée dans sa forme de réflexion est un frein et que l'homme est vraiment heureux quand il est en action. On est toujours malheureux quand on est dans une situation d'inertie, c'est ça.
Et à travers les exemples que tu as donnés, là, il m'en venait d'autres. Comment on pouvait comprendre à quel point la pensée était un frein de l'action. Si on prend le phénomène du vertige, par exemple, si on mettait une poutre ici je sais pas moi, d'un pied de large sur 100 pieds de long et que j'essayais de marcher dessus, j'aurais pas de problème à aller jusqu'au bout. Mais si on met la même poutre entre les deux buildings de la place Ville-Marie, qu'est-ce qui se passe? Je pense. Et au moment où je pense, je tombe. La crainte s'empare de moi du phénomène de la pensée. C'est un très bon exemple. C'est exactement ce que fait la pensée. Parce que le somnambule, lui, connaît pas ça. Il pense pas. Donc, il peut se promener sur des gouttières, sur un toit, n'importe quoi. Tant qu'il y a personne qui le réveille pour lui faire prendre conscience, tant qu'il y a personne qui lui fait réaliser qu'il pourrait penser, il est en sécurité. Il n'y a pas de problème. Dès qu'il pense, il fait. Pourquoi, dans un incendie, une personne est-elle capable de descendre par les fenêtres, par l'abri, pour arriver jusqu'en bas, tandis que dans un temps serein, elle se tuerait à faire ça? C'est complètement stupide. Mais à un moment donné, il n'y a plus de pensée. L'instinct de survie. L'énergie intentionnelle, la vie, ce qui préserve le corps, finit par passer, l'ego est parti sans entraîner le corps dans une panique. Parfait, la personne va s'en sortir. Il y a toujours moyen de s'en sortir. Il y a un exemple encore plus simple, tout le monde l'a déjà fait, vouloir traverser par exemple le salon ou lorsqu'on va chercher avec son plateau un repas dans un self, puis qu'on se promène avec le plateau avec des verres, puis sa soupe, etc. Plus on se concentre dessus, puis plus on en renverse, on n'avance plus. Puis si tu regardes les garçons de table, etc. dans les restaurants, ils pensent pas, ils avancent comme ça, ils passent avec 3 douzaines de verres au-dessus de la tête sur un plateau. C'est ceux qui sont assis qui passent. Ouais. Il n'y a pas de problème, c'est drôle ça. En tout cas, ça illustre très bien donc cet aspect d'interférence de la pensée. Et j'ai retenu aussi dans ton exposé, dans la première partie, principalement que ce qui se pense, c'est ce qui est du passé, c'est ce qui est vieux et c'est ce qui est connu. Et tout ce qui ne se pense pas, c'est le contraire de ça, c'est ce qui est continuellement neuf, totalement inconnu, donc à découvrir. Ça ne peut pas se penser. Donc les mystères, ça ne devrait plus subsister, ça ne devrait plus exister pour quelqu'un qui ne pense pas, puisqu'il aurait accès à ce savoir spontané, il pourrait défaire le mystère. Dans le mystère, on nous dit, cherchez pas à comprendre, acceptez-le comme ça. Donc ça remet un peu la foi en question. Quelqu'un qui ne pense plus ou qui peut répondre à ce qui ne se pense pas, c'est-à-dire à l'inconnu, il n'y a plus de mystère pour lui, il n'y a plus de foi non plus. Ma foi, non. Non, le fait d'être totalement indépendant de ta mémoire fait que Dieu est ceci. Hein, quoi? Dieu est ceci. Ah. Quoi? T'oublies. Tu oublies et tu t'en fous. Pour la simple raison que s'il se passe quelque chose, tu sais tout. Mais si tu veux savoir, tu vas reprendre ce que la personne t'a dit, mais tu dois pouvoir te le réapproprier ou te le redéfinir dans tes termes à toi ou dans ta façon de le voir. Tu n'es plus obligé d'accepter quelque chose comme une doctrine ou un dogme à ce moment-là. C'est pour ça que la foi n'est pas nécessaire à ce moment-là. Ben, la foi, de toute façon, c'est quelque chose qui disparaît au fur et à mesure que l'homme a accès à ce savoir spontané pour la simple raison que la croyance, la foi, qui est une croyance, disons, exagérée dans un concept, ne peut pas vivre lorsque tu sais. Alors, je crois qu'il y a de l'eau dans le verre. Ben là, je crois plus, je le sais. Alors, ça n'empêche rien. Il y avait de l'eau dans le verre, mais maintenant, je le sais. Et je sais aussi qu'il en manque ici. Je ne crois pas. Plus l'homme va vers ce savoir spontané, plus l'homme est totalement libéré de la peur qu'il a de vivre. Et la mort, ça fait partie de la vie, c'est la vie. Tu vis une mort. Alors l'homme n'a plus peur, pour la simple raison que de toute façon, je meurs pas, donc je ne connais rien de la mort, et c'est tout à fait normal. Par contre, j'ai un problème là, je règle le problème, je connais tout du problème. Et une fois qu'il est réglé, je me dis pas que j'ai bien réglé. Le problème, quel problème? Là, je continue à vivre, moi. Et si tu veux discuter avec moi et tu me dis, qu'as-tu fait hier? Ben, c'est de l'instantané. Alors je vais te dire ce que j'ai fait hier. Mais je ne revis pas ce que j'ai fait hier. Je peux aller me connecter à ce savoir qui reste présent. Le passé reste présent, c'est pour ça qu'on y a accès. Et je te dis ce que j'ai fait hier. Je peux même te dire ce que tu as fait hier. Parce que je vais fouiller dedans ta mémoire à toi. C'est le même phénomène.
On a des personnes qui apparaissent comme des génies pour la simple raison qu'ils ont la faculté non pas exclusive de fouiller dans leur mémoire, mais ils ont aussi la faculté de fouiller dans la mémoire des autres. Donc, de se relier à la connaissance planétaire, à fouiller dans ce ciel planétaire, dans l'astral collectif. Et lorsque l'être devient plus que le génie, le surhomme de Robindo, l'homme nouveau, de Daniel Kev, il a accès à ce savoir spontané. Alors, si cela n'a pas été expérimenté à l'échelle de la planète, souvent en conférence, je dis des choses qui n'ont jamais été dites, qui sont inédites et inécrites. Pour la simple raison que, effectivement, ça n'a jamais été dit, ça n'a jamais été pensé, ça fait partie de ce qui ne se pense pas. Et ça n'a aucune importance, et je ne demande jamais si c'est correct ou non, si c'est vrai ou non. Parce que de toute manière, par la parole, il ne peut pas sortir quelque chose d'authentique. C'est automatiquement déformé par la limitation du mot. Mais c'est intelligent dans l'actualité de prendre ces mots-là pour communiquer cette énergie-là. Alors moi, personnellement, je m'en fous. Je peux te parler de n'importe quoi, et je peux te dire que c'est vrai. Je peux te dire présentement quel problème mécanique il y a sur ton automobile. Mais est-ce que c'est vrai ou faux? Ça n'a aucune importance. Et l'ego, par exemple, je peux te dire que tu as un frein sur l'une de tes roues qui s'use inutilement. Et toi, tu peux dire, « Hey, mais c'est vrai, justement, j'entends. » Et là, tu es tout épaté. Mais tu peux aussi dire, « Bon, non, moi, je sais pas. » Parce que tu le sais pas. Mais ça change quoi? Rien. Sauf que chez l'homme ancien, lorsque tu arrives avec ton savoir spontané, il te prend immédiatement pour quelque chose que lui n'arrivera jamais à obtenir. C'est faux. Un être lié au savoir spontané, il a la faculté incroyable que l'homme ancien n'a pas. Enfin, il a plus que certains hommes anciens. Celui de donner des coups de pied au derrière. Alors, celui qui est relié au savoir spontané, lorsqu'un être humain, un homme ancien, une femme ancienne vient le voir, qu'il est là, avec les grands yeux et qu'il admire, il sort de ses pieds. Il botte derrière pour la simple raison que tout ce qui est mort ne peut même pas se coller à ce qui est vivant. Alors, le gourou qui médite, le gourou qui se sert de l'énergie des autres, le gourou qui a besoin des autres, lui peut faire partie, parce qu'il fait partie de ce qui est mort. Il n'y a pas beaucoup de choses de vivants sur la planète Terre. Il y a les enfants qui sont vivants, jusqu'à un certain âge où on leur montre à mourir. Parce que l'enfant innove. L'enfant joue avec rien, jusqu'à temps où il apprend à penser. Alors là, il a besoin de jeux qui lui permettent de penser, parce qu'il commence à avoir un plaisir à penser, mais il se déconnecte de la vie. C'est-à-dire que plus l'enfant apprend à penser, plus l'enfant apprend à mourir, et plus l'enfant apprend à être sécurisé dans son cadre de pensée. Mais à l'instant même où tu sors l'enfant de la maison, tu le fous d'une garderie, sa pensée ne peut pas penser là. Alors l'enfant pleure, l'enfant agit. Et lorsque l'enfant a été sécurisé par la garderie, maintenant il peut penser dans la garderie, il connaît les noms des personnes qui sont là, il connaît ceci, il connaît cela, il sait où prendre des jouets, il sait où aller faire pipi. Bon, alors là ça va bien. Et là tu le sors, tu changes d'école. C'est encore un gros stress pour l'enfant. Sauf que si l'enfant apprend non pas à penser, mais apprend à être efficace. Si on apprend à l'enfant à vivre, si on lui montre comment apprendre, si on lui montre qu'il peut apprendre et comment apprendre, lorsque l'enfant, on le met dans une garderie, il observe et automatiquement, il installe la garderie de façon à ce que ça lui va. Et si on le met dans une autre école, il organise l'école pour que ça lui plaise. Souvent, on va dire, il est égoïste, non. Parce que s'il rencontre une classe comme lui, ils vont s'entendre à merveille. Mais s'il rencontre des enfants qui pensent, ben, il va simplement les manipuler. Ce qui est tout à fait intelligent et correct. Alors, il rentre dans une maternelle, et là, les jouets sont ceci, sont cela, il aime ça, il prend ce qu'il veut, quelqu'un en veut, il veut pas. La personne, elle est comme lui, ils vont s'organiser, partager, ils vont former un petit clan. Mais plus la personne, elle va apprendre à ne pas penser, plus l'enfant va apprendre à ne pas penser, parce qu'à un moment donné, on leur montre, sinon à penser bien, à penser mal, ce qui fait que ça crée d'autres conflits. Alors, si elle apprend à ne pas penser, elle va toujours être capable d'être efficace. Elle ne sera pas un stupide. Le stupide, il pense mal. Le sixième sens dont on parle, c'est un peu ça? Oui. Le sixième sens, celui qu'on parle, je le catalogue, le 21e sens. Parce qu'il est-ce que c'est une faculté qu'on avait à l'origine et qu'on a perdue, qu'on doit redécouvrir? C'est pas important, mais c'est une faculté qu'on a, qu'on peut exprimer, par exemple. C'est une faculté que chaque être humain a. Il doit parler. Il doit observer lorsqu'il parle. Et ça ne sera pas long qu'il va être capable lui-même, en parlant, de dire, bon, ben, sais-tu que ça sert à rien, ce que je dis là. Mais parler à qui? À d'autres. Sinon, à lui, en s'enregistrant, mais à d'autres. Et on va dire, oui, mais ma femme, mon mari veut rien savoir. Pas de problème. Il y a des endroits où tu peux rencontrer du monde avec qui tu peux parler. Il y a sur ton travail aussi, mais pas parler nécessairement de choses pétées.
De dire, de jaser de tout. On parle, là, il fait-tu mauvais, hein? Bon, correct, on dit plus rien. Ah oui, tu perds ton temps, tu perds ton énergie. Oui, mais ça passe le temps. Et oui, la pensée, elle a besoin de vivre pour vivre. Donc, elle a besoin d'être là. Donc, tu as besoin de passer le temps de penser. Tu viens pour te coucher et ça passe tout seul. Savoir instantané, ça fait pas ça. Ça te permet de dormir. Tu t'ennuies parce que tu penses à un paquet de choses. Tu es pris par ta pensée. C'est ça, la limitation de la pensée. Je vais écrire un livre un jour. C'est la limitation de votre esprit. Les limitations de votre pensée. Faire concurrence au pouvoir de la pensée, la puissance, son subconscient et tout ça. Parce qu'en fin de compte, l'homme est limité par cela. Parce que quand l'homme dit « je veux être en santé », il cesse de se rendre malade, mais il ne se met pas en santé pour longtemps. On va dire souvent « pense pas à ça dès que ça arrive ». Mais on ne s'empêche pas de penser à gagner, par exemple. Pourquoi ça n'arrive pas? Daniel, tu as fait allusion à Krishnamurti. Quel rapprochement fais-tu entre ce qu'il a fait et ce que tu fais? Aucun. Krishnamurti, ben évidemment, il y a quelques rapprochements qu'on peut faire entre n'importe quel être humain sur la planète Terre. Krishnamurti a été l'un des premiers de notre temps à se libérer relativement totalement de tous les mécanismes d'assujettissement reliés à la psychologie évolutive de l'homme. Krishnamurti a été l'un des premiers à se libérer de ce que les antiques religions connaissent sous les terminologies de force satanique ou luciférienne. Krishnamurti a été aussi le premier qui a découvert que par la parole, on pouvait apprendre. Et c'est l'un des rares, il y en a eu deux dans l'évolution humaine, qui a été placé sur un piédestal majestueux, avec 800 000 fidèles. C'est un jeune qu'on a dressé, éduqué, programmé, pour qu'il puisse un jour diriger ses fidèles. Et devant ses fidèles, il a carrément dissous l'ordre de l'Étoile d'Orient. Il a dissous tout ce qu'on avait constitué pour lui, pour s'en aller seul, en abandonnant tout ce qu'il avait. Et la majorité des êtres humains qui vont subir une initiation de la même grandeur que celle de Jiddu Krishnamurti vont manquer leur coup. Chaque fois qu'un être humain a la faculté d'exprimer de l'intelligence, il attire à lui beaucoup de personnes. Mais bien souvent, cet être qui parle va finir par se prendre au sérieux et va devenir un maître. Il va perdre la faculté de vie, donc de ce savoir instantané. Tandis que Krishnamurti n'a pas voulu garder des fidèles, garder des disciples, être le chef d'un ordre qui était déjà international avant même qu'on le lui remette. Il a simplement dissous. Alors Krishnamurti est l'un des deux rares personnages qui ont eu la possibilité d'avoir de la puissance donnée par l'être humain ou par les forces sataniques et qui l'a refusé. Moi, on ne m'a pas donné ce privilège de tester ma faculté de ne pas me prendre au sérieux. Krishnamurti a fait un travail de précurseur, tandis que moi, je fais un suivi. Je ne suis pas disciple de Krishnamurti, je suis disciple de moi-même, comme chaque être humain devrait être disciple de lui-même. Ce que je fais, je poursuis un travail au niveau de l'information intelligente à l'échelle planétaire, comme d'autres personnes ici au Québec, mais je n'ai pas de lien entre ce que lui a fait et ce que je ferai. La seule chose que l'on peut trouver comme rapprochement, c'est que lorsque Krishnamurti parlait, il exprimait un savoir instantané. Lorsque je parle, j'exprime aussi un savoir instantané. Quelles sont les interrelations entre l'intelligence spontanée et l'accumulation de connaissances intellectuelles, études universitaires, etc.? Comment vivre avec l'obligation de tout intellectualiser? On ne vit pas avec l'obligation de tout intellectualiser si on a la possibilité de se relier au savoir spontané. Regardez ceci, c'est un dilemme continuel, et ce que je vous dis, ne le faites pas. Si une personne aurait la faculté, exemple, d'ego, ce qui n'est pas le cas, si une personne aurait la faculté, exemple, d'ego, de décider qu'elle s'en sort, alors elle abandonne tout ce qu'elle a et elle s'en sort. Mais la majorité des êtres humains qui vont essayer d'abandonner tout ce qu'ils ont vont perdre tout ce qu'ils auraient pu avoir.
Alors ce n'est pas un mécanisme à essayer. Mais on ne nous oblige pas. Dans le contexte où l'homme n'est pas capable de s'assurer d'un contact supramental, il est obligé de s'assurer d'un contact astral, d'un contact mémoriel. Tant que l'humain n'est pas capable de vivre ce savoir spontané sans avoir peur de le vivre, sans avoir d'incertitude face à la conscience supramentale, sans se demander si un jour celle-ci ne fonctionnera pas, si celle-ci va l'abandonner. Sachez que l'énergie intelligente n'abandonne jamais l'humain. C'est l'humain qui abandonne l'énergie intelligente. Et si un homme a le moindre parcelle d'ego, il abandonnera sur l'énergie intelligente à un moment donné de sa vie. Alors, telle interrelation, aucune. Comment faire pour vivre les deux mécanismes? Il n'y a aucun problème. Lorsque l'homme doit intellectualiser, il intellectualise, sauf s'il est capable d'entrer en contact avec le savoir instantané. Alors il saura qu'il est en contact parce qu'il pourra même instruire son professeur. Si la personne n'a pas la faculté d'avoir un contact lorsque cela est nécessaire, elle se servira encore de ses mémoires. Répondre à cette question-ci, on pourrait dire dans certains contextes, fous donc tout ce que tu intellectualises en l'air et commence donc par t'occuper de ta vie immédiatement. Sauf que ce que tu intellectualises, si ça va être nécessaire pour te permettre de vivre, de gagner de l'argent au niveau de notre société, gagne de l'argent. Intellectualise, et lorsque tu auras suffisamment de potentiel financier, disons juste un travail assuré, tu pourras commencer à cesser l'intellectualisation pour commencer à t'occuper de la conscience spontanée. On va dire, c'est bizarre de dire ceci. De dire que vous devez assurer vos bases matérielles avant d'assurer vos bases spirituelles ou avant d'assurer vos bases supramentales. Tout à fait normal. Parce que lorsque l'homme n'a pas de base matérielle suffisamment puissante, il se fait sucer en énergie par le bas, ce qui fait qu'il n'a même plus la faculté d'aller chercher le contact supramental. Pour l'instant, la grande majorité vont poursuivre ce qu'ils ont commencé. Et c'est le chemin. Sauf que la personne doit juste prendre conscience que la pensée est une forme très limitée. La pensée est un enseignement, c'est-à-dire qu'on a instruit la pensée que celle-ci était quelque chose. Qu'est-ce qui a peur de mourir? C'est la pensée. C'est la pensée qui a peur de la mort, pas la vie. Parce que la mort n'existe pas par rapport à la vie. Il y a une transformation radicale, une transformation qui n'est pas connue de la pensée. La pensée, c'est elle qui permet à l'homme d'être manipulé. Et la pensée, elle est instruite, qu'elle a la puissance. La pensée permet la création de l'ego, donc de l'orgueil par la suite. La pensée est une forme de manipulation. La pensée, ce n'est que le reflet de ce qui habitait l'être humain réel et authentique avant sa descente sur le plan planétaire. La pensée est le reflet de l'intelligence. L'intellectuance, c'est le reflet de l'intelligence. Un jour, une forme énergétique qui ne porte pas de nom est apparue sur un plan plus densifié en temps et en espace, donc sur le plan planétaire, de façon à constituer une expérience pour lui-même. Il s'est pluralisé en esprit, donc dans différents corps, et pour se rappeler du fait qu'il était là. Et c'est important. Pour se rappeler du fait qu'il était là. Il s'est donné un mécanisme, l'ombre de l'intelligence, il s'est donné le mécanisme de la mémorisation. Il s'est permis de penser. Pensant, il se souvient. Se souvenant, il se rappelle qu'il a été. Se rappelant qu'il a été, il croit savoir qu'il est. La pensée, elle n'a comme stricte fonction que de faire dire à elle-même qu'elle est là. L'homme sait qu'il est là, s'il pense. Mais l'homme ignore totalement qu'il vit s'il ne pense pas. Et l'homme doit savoir qu'il est là, parce que sachant qu'il est là, il aura automatiquement peur de ne plus être là. Ayant peur de ne plus être là, l'homme va immédiatement cheminer vers la recherche d'une consistance, vers la recherche d'une certitude qu'il saura éternellement qu'il est là. Même après la disparition de son corps physique, la psychologie, la pensée veut savoir si elle va pouvoir poursuivre sa pensée.
Et ce mécanisme permet donc, oblige l'homme, oblige la femme, oblige l'humain, à créer des expériences qui vont servir de nourriture. De nourriture à la mémoire, de nourriture à ce que l'antique religion appelle les esprits sataniques, de nourriture à l'astral collectif, de nourriture à la société. La preuve que l'expérience vivante de l'homme sert de nourriture à la conscience psychologique de d'autres hommes, ce sont les journaux, les masses médias. Vous lisez, ce qui s'est passé vous nourrit psychologiquement. Ça nourrit votre émotion, ça vous rend joyeux, ça vous rend triste, ça vous manipule. Et le fait que la pensée a la faculté d'être nourrie par la pensée fait que l'homme est sans cesse en recherche de moyens de s'exprimer. Alors l'homme peint, il fait des peintures pour s'exprimer. L'homme crée de ce qu'il appelle des œuvres d'art pour s'exprimer. L'homme écrit, l'homme doit parler, l'homme doit rencontrer une oreille attentive pour s'exprimer. L'homme doit s'exprimer parce que dans l'expression de l'humain, il y a la nourriture de l'astral, il y a la nourriture de son âme, il y a la nourriture de l'expérimentation, il y a la nourriture de la pensée. Plus l'homme va exprimer, plus l'homme aura la faculté d'expérimenter. Et plus l'homme va s'exprimer dans l'expérimentation, plus l'homme va accumuler de la mémoire, nourriture pour sa propre pensée. Ces mécanismes permettent de créer une condition exemplaire au niveau d'une expérience galactique, celle de l'humain. L'expérience présentement vivante sur la planète Terre, disons l'expérience qu'on a un peu vue, qu'on a un peu couvert d'une façon frictionnante la semaine dernière, l'expérience humaine dans le plan planétaire est permise par le fait que l'homme peut penser. Pouvant penser, l'homme peut constituer sur le plan planétaire la réflexion authentique de tout ce qu'il a vécu et de tout ce qu'il ne vit plus. L'homme a la faculté par la pensée de reconstituer le cadre de sa propre divinité. C'est-à-dire que dans le contexte planétaire, l'homme ne sait pas, mais l'homme perçoit. Alors l'homme recrée tout ce qu'il a connu, mais qu'il a oublié. L'homme va recréer un monde totalement ombragé d'un autre monde, celui d'où il vient. Mais pour que l'homme accepte de rester dans le monde qu'il va créer, il doit penser. Il doit premièrement penser qu'un jour il va s'en sortir, ce qui lui permet d'accepter d'être là. Il doit aussi penser. Penser qu'il est dans le monde qu'il veut quitter. Donc, il doit penser qu'il peut être sauvé ou qu'il peut se sauver. Incrustant et cristallisant chez lui le fait qu'il est médiocre et qu'il doit accepter sa condition. L'homme ne doit jamais accepter sa condition que dans un moment donné que j'appelle l'instantanéité. On n'accepte jamais une condition à vie. On ne doit jamais accepter une condition à long terme, ni à moyen terme, et presque pas à court terme. On ne doit accepter une condition que dans l'instant présent. Exemple, vous faites de la soudure, vous faites de la plomberie. Pour souder, vous avez des bouts de fil. Vos tuyaux sont tout sales, vous devez les nettoyer la laine d'acier avant de les souder. Acceptez-le, parce que vous devez faire le travail. Mais acceptez-le pas comme étant un fait à court terme, à moyen terme ou à long terme. Demain matin, vous allez devoir vous équiper d'outils propres, de tuyauterie propre. L'homme ne doit jamais accepter à long terme, mais le mécanisme de la pensée fait qu'il accepte à long, moyen et court terme. Acceptant à long, moyen et court terme, l'homme accepte d'être ce qu'il croit être. Une espèce déchu, refusé d'un plan intelligent. L'homme accepte d'être ce qu'il croit être. Un véhicule qui doit plaire à des dieux que lui-même a créés pour refléter l'endroit d'où il vient. L'homme qui a créé des dieux à son image et à sa ressemblance a simplement projeté dans un ciel ce que lui était avant d'accepter de parcourir l'espace-temps, avant d'accepter de devenir matière.
Et la pensée est un mécanisme qu'il se donne lui-même parce que la pensée lui permet, vu que l'homme n'a plus le contact avec l'intelligence spontanée, c'est-à-dire que l'homme qui avait une conscience galactique, c'est-à-dire que l'humain qui avait une conscience étendue, illimitée, lorsqu'il est venu au niveau du contexte planétaire, il devait perdre ce contact avec cette conscience parce que l'homme ne serait jamais resté sur la planète Terre plus que l'instant d'un instant. Alors l'homme a pris une conscience localisée, une conscience permise par la perception sensorielle du corps physique qui va l'accueillir. L'homme prenant cette conscience minime se verrait totalement perdu s'il n'aurait pas la faculté de l'agrandir. Mais de l'agrandir à partir du contexte planétaire et non pas de l'agrandir à partir d'un contexte divin ou extraplanétaire. L'homme qui vient au niveau planétaire a la faculté d'agrandir sa conscience, d'étendre le champ de sa conscience. Mais ce champ de conscience ne doit être étendu qu'à partir de l'illusion créée par la vie terrestre. C'est-à-dire que lorsque l'homme, qui n'a pas suffisamment d'énergie intelligente pour comprendre son rôle et sa fonction dans l'univers, n'a pas le droit, n'a pas le privilège, il se l'interdit lui-même avant son incarnation ou sa terrestrification, il se l'interdit lui-même pour la simple raison que s'il aurait la conscience galactique, il pourrait, s'il reste au niveau planétaire, manipuler l'humanité pour en empêcher les expériences, ce que Lucifer a tenté de faire, et c'est pourquoi dans l'antique religion, on parle d'un être de lumière déchu. Alors l'homme se doit d'avoir une conscience plus vaste que la conscience localisée biologique, et cette conscience plus vaste qui va lui permettre d'accomplir de l'expérience au niveau planétaire pour connaître la matière. Cette conscience nouvelle, ancienne chez l'homme, mais nouvelle par rapport à ce qu'il a été, va être une conscience qui va être élaborée à partir du mécanisme de la mémorisation, du mécanisme de l'orchestration des mémoires, donc de la pensée. Alors l'homme descend sur le plan planétaire et il ne sait plus du tout où il est, ni d'où il vient, ni où il va. Et c'est normal parce que s'il saurait, il partirait. Alors l'homme est obligé d'avoir une conscience localisée, la biologie physique, qui fait qu'il veut téter à la naissance, qu'il fait qu'il défèque et il urine, qu'il fait qu'il vit. Alors l'homme doit maintenant, pour pouvoir accomplir de l'expérience planétaire de façon à créer le cadre de son propre évolution, le cadre de l'évolution non pas de l'homme biologique, mais le cadre de l'évolution d'un homme divin, c'est-à-dire d'un Dieu humain. Alors l'homme commence à accumuler de l'expérience, il la mémorise, il l'orchestre, il pense sur sa mémoire. Parce que l'homme pense toujours sur sa mémoire. Pensant sur sa mémoire, l'homme observe l'extérieur et il dit « Je ne perçois pas plus loin ». Alors cette pensée permet un tissage autour de la périphérie de perception de l'homme. Et ce tissage va créer le cadre limité de la conscience humaine terrestre. Alors l'homme va dire « La réponse à mes questions sont ceci ». Et ça, c'est le tissage qui fait que l'homme s'englobe dans une sphère qu'il va appeler sa conscience, sa vérité, sa réalité. Mais l'homme n'est pas un être totalement démuni de facultés intelligentes, même s'il n'a pas la volonté et la puissance de l'exprimer. Alors l'homme va communiquer avec d'autres humains de ses réponses qui créent autour de lui un halo qui est sa conscience. Communiquant avec d'autres humains par la pensée, il finit par faire des compromis entre la sphère, entre la périphérie de sa conscience. Il va être capable d'inclure quelqu'un d'autre dans sa conscience. Alors les deux vont s'allier ensemble, et plus il y aura d'humains inclus dans cette conscience, plus le champ de la conscience d'un seul être humain prendra de l'ampleur, jusqu'à créer des religions ou des sociétés. Alors l'homme a une conscience énorme. L'homme a une conscience sociétaire. L'homme a une conscience qui englobe le vécu de toutes les familles de sa société. L'homme a même une conscience qui lui permet d'englober la planète, ou une partie de la planète. L'homme a une conscience nationale. L'homme a une conscience planétaire. Par le fait des médias d'information et par le fait de la religion, qui, au-delà de la société, va être capable de s'étendre à l'échelle des continents, pénétrant même les autres sociétés. Mais on ne doit pas, par la pensée, arriver à créer un consensus, à créer une seule conscience.
Donc, une seule religion ne peut pas exister sur le plan planétaire parce que cela obnubilerait la pensée de l'homme. L'homme ne lutterait plus. L'homme se confinerait dans cette conscience unitaire et l'homme s'oublierait sur la planète Terre, attendant sans cesse d'être sauvé. Alors, automatiquement, l'intelligence qui va constituer l'expérience de l'homme va obliger d'autres entités humaines à constituer d'autres cadres de conscience pour collectiver d'autres consciences humaines de façon à créer une polyreligiosité planétaire, de façon à constituer plusieurs religions, de façon à constituer plusieurs nations. Alors on aura le capitalisme, le communisme, le socialisme, etc. Alors on aura le shintoïsme, on aura l'hindouisme, le christianisme, le confucianisme, le bouddhisme, etc. Pour la simple raison que tant que l'être humain n'a pas fini l'expérimentation du temps et de l'espace terrestrifié, il ne peut pas s'assujettir à une conscience, à une seule conscience. Cela ne peut pas être. La pensée de l'homme, elle va donc susciter chez celui-ci la faculté de s'illusionner qu'il a raison, alors qu'il ne peut pas avoir raison. Lorsque l'homme va cesser de penser, lorsque l'homme qui a pensé va cesser de penser, il aura ce contact instantané, parce qu'il aura maintenant la faculté énergétique de supporter le savoir. Alors là, seulement l'homme, la femme, saura d'où il vient, ce qu'il a à accomplir et il pourra le comprendre, il pourra l'intégrer, il pourra le cellulariser. Alors l'homme qui va comprendre maintenant d'où il vient et ce qu'il fait restera pour le faire. Tandis que chez l'être ancien, celui qui pense, s'il le sait, il veut fuir. La preuve qu'il veut fuir, alors on va dire à l'homme, ne fais pas ceci, parce que tu n'iras pas au paradis. N'importe quel être humain présentement sur la planète Terre, si quelqu'un, si un esprit, si un Dieu, si moi ou si quelqu'un d'autre vient le voir et lui dit, si tu dis oui, je te permets d'être sauvé immédiatement. Alors il dit oui. Et c'est pour cela que l'homme, que l'humain pense. C'est pour cela que l'homme pense. Pour ne pas avoir la faculté de savoir, on l'oblige à essayer de comprendre. Tu veux que je fasse un show? Parfait. On a un véhicule automobile qui est placé devant une porte de garage de cette bâtisse et il y a un autre véhicule automobile derrière la porte de garage et ces deux véhicules sont en conflit présentement. Un grand Le Mans Marine. Alors, je crois que ça répond à la question. Il est important que vous ne vous gêniez pas, justement, si vous avez des questions posées au fur et à mesure, vous les amenez. À quoi ça sert de s'instruire si ce n'est que pour nous retarder? À quoi sert d'instruire l'homme de vos sujets, car il n'en retirera que des pensées? Je ne suis pas certain que le monde aurait dépassé le temps de Cro-Magnon s'il n'y avait pas eu la connaissance pratique scientifique. Je ne sais pas si c'est la même personne qui pose les deux questions, maintenant je le sais. Elle a répondu. À quoi sert d'instruire l'homme de vos sujets, car il n'en retirera que des pensées? À quoi nous a-t-il servi de s'instruire si ça n'a été que de nous retarder? Je ne suis pas certain que le monde aurait dépassé le temps de l'homme de Cro-Magnon s'il n'y avait pas eu la connaissance pratique scientifique. À quoi ça sert? Mais à ça. Ça l'a servi l'homme. Ça l'a servi l'homme d'une façon terrible. Ça l'a permis à l'Australopithèque de devenir, comme tu disais, l'homme des tavernes après l'homme des cavernes. Ça l'a permis à l'humanité de devenir un véhicule suffisamment puissant pour maintenant avoir la possibilité de cesser de passer. Je ne peux pas aller voir une personne dans un pays sous-développé et lui dire « ne pense plus ». Non, si elle ne pense plus, elle va mourir.
parce qu'elle n'a pas la faculté d'exprimer un savoir spontané. Je veux dire à la personne, ne penses-tu pas qu'il y aurait ceci de possible? Et je m'en vais. Et la personne va penser. Et elle va faire ce qui est écrit ici. Elle va évoluer au niveau scientifique, au niveau pratique, au niveau psychologique, au niveau pragmatique, au niveau spirituel, de toutes les façons. Jusqu'au jour où la personne commencera à penser à des choses qui vont commencer à lui nuire. Lorsque la personne va commencer à se poser des questions qui vont même l'amener au suicide, parce qu'on n'a pas de suicide dans les pays sous-développés. On en a beaucoup dans les pays industrialisés. Lorsque la pensée va commencer à la bloquer, lorsque la pensée va commencer à l'empêcher d'être, alors là, il faudra imprimer dans la pensée de cette personne l'idée, la pensée, que la pensée est un couteau à deux tranchants. À quoi sert d'instruire l'homme de vos sujets, car il n'en tirera que des pensées? C'est totalement faux. Le travail que je fais ne permet pas à l'homme et à la femme de n'en retirer que des pensées. Totalement faux. Certains vont penser, mais plusieurs n'arriveront même pas à retenir les trois quarts de ce que j'aurais dit. Et la grande majorité vont transformer leur vie à un moment donné, et ce n'est pas parce qu'ils auront pensé ce que j'aurais dit. Parce qu'on ne transforme pas sa vie par la pensée. On transforme sa vie lorsqu'énergétiquement quelque chose nous habite. Et si cela vient se réfléchir au niveau de votre pensée en plus, c'est pas grave. Lorsque l'homme va commencer à penser, lorsque l'homme va commencer à fouiller dans ses mémoires, pour retrouver les moments où il a été capable d'être totalement efficace, sans souffrance, lorsque l'homme va être capable de retrouver dans sa mémoire les moments où il n'a pas pensé, il va être capable de penser qu'un jour il ne pensera plus et cela ne lui fera pas mal. Prenons un autre exemple. Est-ce que c'est nécessaire de penser pour régler un problème? Chez l'homme ancien, chez la femme ancienne, oui. Mais ce n'est pas nécessaire. C'est une faculté perdue de l'homme ancien que de ne pas être capable de régler un problème parce que le problème doit être réglé. Alors l'homme pense. Un jour, j'étais dans un atelier et on était à construire quelque chose à partir de concepts nouveaux, sans outils, sans argent, et il fallait y parvenir. Et la majorité des personnes relativement qualifiées dans certains domaines de menuiserie restaient ébahis devant certains problèmes. Ils n'arrivaient pas à trouver de solution. Alors ils venaient me voir et ils me ne me demandaient rien, ils me disaient carrément, on ne peut pas. Faudra acheter ceci, cela, et puis même là, un jour, on aura le problème. Faudra faire fabriquer spécialement les outils pour arriver à faire ce qu'on veut faire. On n'a pas d'argent et c'est moi qui administrais. Alors je descendais dans l'atelier, je m'assoyais devant le problème, je l'observais. Je ne pensais pas. J'observais. Et soudain, la solution apparaissait. Alors j'expliquais la solution et je m'en allais. 3 semaines après, on revenait. Oui, ça a fonctionné, mais là maintenant, ça ne fonctionne plus. Je redescendais en bas, j'observais. Je ne pensais pas. J'observais. Paf! Faites ça. Ah, c'est génial. Pas génial, c'est normal. C'est une solution. Une solution, c'est pas génial, c'est normal. Souvent, même l'homme qui pense, et même l'homme qui vénère sa pensée, va arriver à solutionner un problème sans y penser. Parce qu'il a la faculté à ce moment de se relier à un savoir instantané. Et lorsque l'homme a la solution, se fout royalement d'où il l'a pris, il s'en sert, il dynamise, il est content, c'est son idée. Ce n'est pas son idée. C'est une idée que lui a captée et qu'il va exprimer. Une minuscule parcelle de l'idée. Dans l'Antiquité, la pensée a été nécessaire pour permettre la constitution du cadre d'évolution, je l'ai dit.
Alors ça précise ce qui est écrit ici. Je ne suis pas certain que le monde aurait dépassé le temps à Cro-Magnon s'il n'avait pas eu la connaissance pratique scientifique. Voilà à quoi a servi la pensée, à constituer le cadre de l'évolution. Il n'est pas totalement constitué, l'homme va encore y penser suffisamment. Et lorsque l'homme aura pensé suffisamment à la peur de mourir et qu'il aura peut-être cristallisé la mort nucléaire chez lui, alors, à un moment donné, l'homme va cesser de penser pour commencer à vivre. Il faut bien comprendre que l'être humain, avant qu'il pense, ne vivait pas. Il pensait, mais il ne le savait pas. Aujourd'hui, l'homme pense et il le sait. Alors, seul l'homme qui pense et qui le sait. Et ne venez pas me dire que toutes les personnes de la société le savent qu'il pense. C'est faux. Il y en a même qui ne savent même pas qu'ils vivent. Lorsque l'être humain sait qu'il pense, il est capable de voir la limite de sa pensée. Alors là, il a le potentiel pour changer d'école. Après l'université, il va passer à la vie. Là, maintenant, il a le potentiel pour découvrir qu'il est capable de ne pas penser et de ce fait à être encore plus en affinité avec la vie. Il n'y a plus de problème. C'est un pensez-y bien. Daniel, tu as la faculté de te relier d'une façon volontaire au savoir instantané. Quelles sont les étapes pour ce faire? Parce que si on parle, on se relie involontairement quelques instants à ce savoir, mais en vient-on à un tel discernement qu'on se connecte à son gré? Faut-il avant l'élimination de l'ego? La première chose qu'il faut comprendre, c'est la première partie de la question. Tu as la faculté de te relier d'une façon volontaire au savoir instantané. Je réponds à cette personne. Donc, les autres n'écoutez pas. Est-ce que la manière dont la pensée a structuré cette question, parce que c'est une question structurée par la pensée, parce qu'il commence déjà par se placer dans un cadre qui n'est pas réel. Elle se dissocie de mes possibilités et elle applique sur la question qu'elle ne les a pas, mais que moi je les ai. Donc, elle me place sur un piédestal. Et si la personne qui a posé la question dit non, c'était que ce n'était pas nécessaire d'écrire, tu as la faculté de te relier d'une façon volontaire au savoir spontané, pour poser la question suivante, quelles sont les étapes pour se relier au savoir spontané? Parce que si on parle, on se relie involontairement quelques instants à ce savoir, mais en vient-on à un tel discernement qu'on se connecte à son gré? Faut-il avant l'élimination de l'ego? Ce n'était pas nécessaire de poser la première partie qui venait justement de l'ego. Si la personne ne fait que poser des questions et observe, j'ai déjà dit, on a déjà dit avant moi, mais tout le monde s'en fout, que dans chaque question, il y a la réponse. Une grande partie de mon savoir instantané vient du fait qu'on me pose des questions. Tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit. Parce que moi, j'ai la faculté d'interpréter l'intelligence de l'homme ou de la femme qui pose la question, ce qu'elle se refuse. Je prends la question, j'écoute la question ou je lis la question et la réponse, elle est dedans. Alors, je dis la réponse. Et on me prend pour je ne sais quoi. Les étapes pour ce faire, l'exprimer. L'exprimer. Quand est-ce l'homme devient-il intelligent? Ben, lorsqu'il devient intelligent. C'est sûr que le gars qui parle comme ça, et qui veut être intelligent, il peut être drôlement intelligent. Sauf que s'il veut rester comme qui est, puis devenir intelligent, trop pas. Vous voulez conserver vos mémoires et rester ce que vous êtes, vous allez réussir. Vous allez rester ce que vous êtes. Vous ne serez pas mieux. Il faut être prêt à abandonner. Les étapes, on en a déjà parlé dans certaines conférences, les étapes pour arriver au savoir spontané, au savoir instantané, premièrement, elles ne sont pas les mêmes pour chacun des êtres humains évoluant sur le plan planétaire, parce que l'expérience doit être différente. On est ici pour constituer de l'expérience. Une expérience galactique, qui n'a rien à voir avec l'expérience égoïque.
Certains vont parvenir à ce contact avec le savoir spontané en tout dernier. La grande majorité vont y parvenir en dernier, mais ce ne sera pas décidé par vous-même. Vous ne déciderez pas quand vous aurez ce contact. Une chose qui est certaine, c'est que le fait d'être venu ici ce soir pour entendre parler de l'intelligence spontanée est déjà une forme de sélection que vous vous êtes donnée. Les personnes qui, ici ou ailleurs, entendent parler, ce sont des personnes qui déjà se dirigent vers ce savoir spontané, à leur insu ou à leur su. Certains vont passer par des souffrances mentales. Certains vont passer par des formes initiatiques créées par l'intelligence. Parce que dans les premiers temps, certains êtres humains, contre leur gré, vont être obligés d'être intelligencés pour la simple raison que cela se doit d'être fait. Quelles sont les étapes? Ça ne regarde plus personne. Une chose est certaine, c'est que la seule chose que présentement l'homme ancien, l'homme transitif, peut se servir comme étape pour arriver à ce savoir spontané est celui de ne pas se prendre au sérieux, celui de faire sérieusement le travail qui doit être fait, c'est-à-dire celui d'être capable d'assumer son savoir, c'est-à-dire celui d'être capable d'assumer ses opinions, c'est-à-dire celui d'être capable de prononcer l'opinion, d'observer l'opinion et de la changer même devant le visage d'un autre, même si l'autre va dire « crime, change d'opinion comme il change de chemise ». Ça n'a aucune importance. Parce que certains ne changent pas d'opinion comme ils changent de chemise, et même certains ne changent pas de chemise non plus. Ils gardent toute leur cristallisation parce qu'ils sont convaincus qu'ils savent. Battez-les à mort et observez ce qu'il vaut, ce gars qui sait. Il ne vaudra pas plus qu'un autre. L'étape, pour l'instant, ne pas se prendre au sérieux. Cela veut dire être capable d'accepter ce savoir instantané. Cela veut dire être capable de répondre. C'est intelligent ce que je viens de dire, mais c'est pas ça pantoute. Fait qu'on recommence. Les autres vont dire crime, c'est un fou, puis après, ça va changer quoi dans votre vie que les autres pensent que vous soyez fou ou folle? Rien. Parce qu'à un moment donné, ce que vous allez dire, le fou ou la folle, ils vont s'en servir, parce que ça va être brillant, intelligent. C'est la première étape, elle est facile. Mais ça demande un agenouillement de l'ego. Ça demande un agenouillement de l'ego. C'est le début. C'est déjà souffrant pour plusieurs. Mais c'est assez. La pensée en soi n'est pas dommageable. C'est l'émotion créée qui l'est, n'est-ce pas? Encore une fois, une réponse dans la question. Alors, c'est répondu. Peux-tu expliquer la différence entre penser et réfléchir? On les a, les questions. Réfléchir, penser, c'est la même chose. Sauf que la pensée est inclue dans la réflexion, tandis que la réflexion n'est pas inclue dans la pensée. Dans 2 conférences, l'une, j'ai oublié le titre, l'autre, c'est les mécanismes de la réflexion, facile à retenir vu qu'on parle de réflexion, j'ai suffisamment expliqué le mécanisme de la réflexion. Réfléchir veut dire être capable de faire en sorte qu'une énergie particulière puisse être réfléchie comme dans un miroir, et l'homme, ce qui sert de panneau de réflexion est la conscience de l'homme. Alors l'ego, vous êtes capable de prendre connaissance de vos mémoires qu'à la condition qu'elles soient réfléchies dans la conscience. Alors étant réfléchies, elles apparaissent dans la conscience. Lorsqu'une image est réfléchie dans un miroir, l'image est dessinée dans le miroir. Le miroir est la conscience de l'homme. Ce qui est réfléchi dedans est conscientisable par l'humain, il est perceptible par l'humain. Il réfléchit. Lorsque l'humain réfléchit émotivement, il n'y a que des émotions chez lui. Lorsque l'humain réfléchit au niveau mémoriel, il pense. Lorsque l'humain réfléchit au niveau supramental, il réfléchit encore. Mais il intelligencie. Il ne pense plus. C'est la différence entre la pensée et la réflexion.
Une personne ici qui dit « J'ai un sens de l'humour axé sur la spontanéité. Je possède la facilité d'exprimer des jeux de mots qui me viennent à l'esprit sans que j'y pense. Si je me force intérieurement à dire des phrases et d'humour subtil, j'échoue complètement. Suis-je branché à une énergie active ou une expérience réincarnative ?» Une bonne farce. Bon, alors vois-tu, le fait d'être capable d'avoir des jeux de mots suffisamment orchestrés pour être drôle, parce que l'homme nouveau, la femme nouvelle sont des êtres qui vont rire. Pas de l'homme ancien, mais qui vont rire d'eux, qui vont avoir du fun, qui vont s'amuser. Les jeux de mots sont faciles seulement lorsque l'énergie mentale d'un être humain est suffisamment élevée en vibration pour pouvoir commencer à orchestrer la parole. Alors là, on dit qu'il a un esprit subtil. Il n'a pas d'esprit subtil, mais il a un mental subtil. L'esprit, c'est autre chose. Si une personne est capable d'avoir des bons jeux de mots, à peu près n'importe quand, c'est qu'elle a une énergie mentale relativement évoluée, développée. Donc, elle a la faculté immédiate ou très proche d'arriver à ce contact avec l'intelligence spontanée. Il faut remarquer que certaines personnes répètent les farces. Ce sont des farceurs. Ceux avec qui on ne peut pas avoir de discussion sérieuse parce qu'ils sont toujours en train d'essayer de vous conter une farce. Ceux-là sont reliés à leur mémoire. Ceux-là sont reliés aux mémoires des autres. Ils n'ont rien à voir avec la faculté du mental d'innover instantanément dans la parole pour créer des vibrations plaisantes. Je pourrais passer, d'ailleurs on l'a déjà fait avec une conférence sur l'humour dans l'évolution, je pourrais vous faire passer 2 heures de drôlerie où on s'amuserait. Mais énergétiquement, il ne se passerait pas la même chose. Alors de temps en temps, on met quelques farces, mais je dois me retenir souvent pour ne pas rire. Et il y a même de temps en temps, certains le savent, parce qu'ils comprennent, où je pousse une petite craque, je ris intérieurement, mais elle est trop subtile. Elle n'est pas tellement compréhensible. Plus l'homme va se conscientiser d'une façon écologique, plus l'homme va prendre plaisir à la vie et plus l'homme va prendre plaisir à rire. La personne donc, en l'occurrence Serge, qui a la faculté d'avoir de bons jeux de mots, il a donc la faculté aussi de se relier à l'intelligence spontanée. Et lorsqu'il sera relié à l'intelligence spontanée, il ne fera pas de jeu de mots. Et il aura une énergie différente dans sa parole. Présentement, il a un bon mental. Qu'est-ce que l'ajusteur de pensée? Est-ce que tu as d'autres questions avant? Que connaissez-vous de la légende du phénix? Je peux connaître beaucoup de choses. On pourrait, disons que je n'élaborerai pas sur le phénix, on pourrait parler de pourquoi elle a été instaurée au niveau de la mythologie. On pourrait parler aussi de ce qu'elle a voulu enseigner à l'homme. Certains vont dire la réincarnation, alors je pourrais parler de tout ce qui a été compté au niveau du phénix. Certains pourraient parler de la réincarnation, on pourrait parler de la vie après la mort, on peut aussi parler du fait que l'homme qui arrive sur le plan planétaire est là pour un passage et dans une initiation par le feu, il va renaître. On peut parler de plusieurs choses au niveau du phénix. C'est un enseignement mythologique qui a été donné à une entité particulière de l'époque, à une race particulière de l'Europe. Et disons qu'on pourrait élaborer une conférence complète même sur le phénix, ce qui n'est pas intéressant. Chose qu'on doit comprendre, c'est que la mythologie du phénix a été donnée à l'homme. D'ailleurs, toutes les mythologies ont été données aux humains par des intelligences, de façon à orchestrer un peu, de façon à permettre la réorchestration dans le contexte matériel de ce que l'homme pourrait ou de ce que l'homme a vécu avant d'être humain. Évidemment, c'est coloré. Évidemment, c'est charrié. C'est-à-dire que c'est adapté à l'humain.
Si on prend l'exemple de ce que c'est une mortalité, parce que le phénix est un enseignement alchimique. Si on prend l'exemple d'une mortalité où tout doit être condensé, pourri, coagulé, et suite à la coagulation, on va resubtiliser tout ce qui a été coagulé pour en ressortir une nouvelle essence. Nouvelle, supérieure, meilleure, plus forte. C'est ce que la mythologie ou la légende du phénix tend à enseigner à l'homme. La personne qui me pose cette question doit donc avoir suffisamment de connaissances au niveau du phénix pour comprendre mes réponses. Sinon, il faudrait qu'elle restructure sa question sur un papier et on pourrait en parler. Une chose qui est certaine, c'est que si elle veut simplement vérifier ma faculté de parler du phénix, je ne veux pas qu'elle vienne me voir après la conférence et on pourra en parler 2 jours de temps. Mais ce ne serait pas intéressant dans le sujet présentement de parler du mystère du phénix. Il va y avoir un séminaire le 5 et 6 avril prochain ici sur l'homme nouveau. Est-ce qu'on peut savoir ce qui va se passer à ce séminaire? Bon. La chose, disons, la plus importante d'un séminaire que je vais faire, je le fais pour une raison. Et la raison, je fais ce séminaire pour la seule et unique raison de me permettre de rencontrer des personnes qui ont la faculté d'arriver à ce savoir spontané. Donc, dans un séminaire, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que je vais entrer en contact avec les personnes individuellement et je vais entrer en contact non pas seulement avec leur ego, mais avec leur mental. Et je vais aussi entrer en contact avec d'autres personnalités qu'ils ont chez eux. Et ce que je fais dans un séminaire, c'est que je m'arrange pour que ces personnes consciemment puissent découvrir les entités qui les habitent, c'est-à-dire qu'ils puissent eux-mêmes prendre contact avec ce avec quoi moi je vais prendre contact. C'est-à-dire que dans un séminaire, la personne pose des questions, on est 2 jours de temps à se parler, et selon les questions qu'elle va daigner vouloir poser, elle aura les réponses énergétiques de sa condition. Normalement, dans un séminaire, la personne en ressort légèrement bouleversée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas bouleversée dépressive. Elle est bouleversée constructive, mais elle est brassée. Elle est insécure, sécure. Elle doute sans douter. Elle ne comprend plus parce qu'elle est neuve. Alors, dans un séminaire, la première chose que l'on va faire, c'est qu'on s'arrange pour que la personne augmente son taux vibratoire d'une façon suffisante pour qu'elle arrive elle-même à sa compréhension. Et c'est ce qui fait peur dans un séminaire. La personne, elle va coucher chez elle la première nuit. Rares sont ceux qui vont dormir toute la nuit. Et lorsqu'elle revient le lendemain, elle a découvert de quantité de choses chez elle. Je ne fais pas découvrir. Mais dans un séminaire, la personne peut arriver à se relier. C'est facile, vous savez, de se relier. Combien de temps le contact va durer, ce n'est pas important. Lorsque l'ego a expérimenté le contact, il sait c'est quoi. Alors il saura où chercher et il saura aussi quoi laisser tomber. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe différentes choses, des ajustements au niveau étymologique, mais le grand fondement du séminaire sur l'homme nouveau, ou sur l'être nouveau, est surtout de faire en sorte de brasser ce qui, à l'intérieur, empêche l'humain d'arriver à ce contact spontané. Toute l'orchestration, d'ailleurs, du programme Être contrôleur est axée sur la libération de l'homme de ce qui l'empêche d'être. Alors, évidemment, le séminaire est aussi axé sur ce phénomène. Alors, c'est un séminaire intensif, c'est-à-dire que les personnes passent plusieurs heures en compagnie d'eux-mêmes et de moi-même, et lorsque le séminaire est fini, pendant quelques semaines, la personne va être dans cette énergie où elle aura la faculté de pouvoir comprendre. Ceux de toute façon qui veulent avoir de l'information sur le séminaire, donc la personne qui pose la question, elle n'a qu'à rencontrer d'autres personnes qui ont fait le séminaire. Je crois que c'est la meilleure façon de savoir comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe. Alors, le prochain séminaire va être un peu plus dynamique, étant donné qu'aucun des séminaires est le même. On pourrait dire que plus vous attendez, plus vous aurez un séminaire qui sera bon. Je sais que je vends toujours mal.
C'est ça, le savoir spontané. On dit ce qu'il y en est. Et c'est aussi pourquoi, intelligemment, là, je vais vendre bien. La personne qui fait le séminaire une fois peut le refaire n'importe quand sans que cela lui coûte un cent. Alors donc, le prochain séminaire est un séminaire qui va être relativement dynamique. Cela veut dire que les personnes auront donc C'est ça, ceux qui veulent à un moment donné faire un travail sur eux qui sera convenable, qui sera brassant, qui sera rapide, qui sera dynamique, pas une cochonnerie où tu sors de là et tu sais pas trop si en fin de compte ça valait la peine. D'ailleurs, la personne qui ne sait pas trop, il n'y a pas de problème, ça ne lui coûte absolument rien ce séminaire, parce qu'on le centre le rembourse. Mais et ça c'est important parce que pendant longtemps, je filtrais ceux qui faisaient le séminaire, c'est-à-dire que je les rencontrais avant pour les éliminer. Disons que de plus en plus, les conférences étant ce qu'elles sont, les personnes sont de plus en plus préparées. Alors, on n'a plus besoin de filtrer, mais plus on a un public qui est préparé, les conférences sont relativement plus hautes. Le séminaire est aussi beaucoup plus intensif. Les personnes qui sont intéressées à faire un travail ou à se faire travailler par eux-mêmes, sur eux-mêmes, c'est ça qui se passe dans le séminaire. Y a-t-il un rapport entre la pensée instantanée et l'énergie canalisée par la pyramide? Non. Je continue vers la question. Je ris pas de la personne. Non? Je ris des relations qu'on va faire. Ok. Est-il bon à l'humain de s'exposer à l'énergie canalisée par la pyramide? Est-ce que c'est la dernière question? Non, il y en a encore 2, 3. Il y en a une qui dit « Je ne peux pas poser de questions, je suis obligé d'y penser. » Avec là, ça c'est réglé. L'autre qui dit « J'ai une question, mais elle est hors sujet. » Remarque qu'elle n'a sans doute pas dû penser à ça en l'écrivant. Et elle l'a écrit parce qu'elle trouvait ça plaisant. Et c'est tout à fait plaisant. C'est impeccable. Et il y a de quoi écrire un livre. Ça n'y a pas pensé non plus. Avec des pages blanches, ça a déjà été fait, ça. Oui, quand j'étais jeune, je voulais écrire un livre. C'était « Comment faire du vol à l'étalage ». Et à l'endos du livre, j'expliquais comment voler le livre. Je me suis dit, il n'y a aucun C'est vrai, livraire. je me souviens de ça, il y a très très longtemps. Mais je me suis dit, il n'y a aucun livraire qui va vouloir le tenir en librairie. Parce qu'il va devoir le payer puis il ne le vendra pas. Le savoir instantané, l'énergie canalisée par la pyramide, y a-t-il un rapport? Non. Et oui. Je disais non et oui. L'énergie pyramidale est un concentrateur d'énergie vitale qui a la faculté et la fonction de réorchestrer l'énergie vitale d'un corps physique de façon à le conserver mémoriellement intact. Cela veut dire que l'énergie d'une pyramide est là pour fonction de réinstaurer la mémoire d'un corps vital. Quelqu'un est malade, ça peut guérir. On met une plante, elle va pousser mieux. On met une lame de rasoir qui a été désaffûtée, elle va retrouver son tranchant. La mémoire primordiale après la fusion du métal va être réinstaurée sous la pyramide. Et une fois que cela est fait, l'énergie pyramidale a pour fonction, une fois qu'elle a réinstauré, de conserver la mémoire de cette chose. Elle momifie. Cela veut dire que lorsque est-il bon à l'humain de s'exposer à l'énergie canalisée par la pyramide, s'il veut être momifié, oui. C'est intéressant pour les morts vivants, ça. D'ailleurs, la majorité, oui, il y a plusieurs hommes anciens et femmes anciennes qui recherchent l'énergie momilisante d'une pyramide. L'énergie pyramidale, on la vante parce qu'elle a des effets scientifiquement visibles. Mais on ne comprend pas pour la simple raison qu'on ne peut, hélas, au niveau de l'homme et de l'être ancien, se fier qu'à l'expérience permettant la pensée. Alors on pense. Et c'est correct. C'est normal. Un jour, l'homme fera mieux. La femme fera mieux. Ne pensera plus. Alors là, elle saura. Elle saura que si elle dort en dessous d'une pyramide, lentement, son énergie psychologique va être rabaissée en vibration. Toute l'évolution qu'elle a eue va être éliminée lentement, graduellement, parce qu'on veut réinstaurer le cadre primaire. Elle est malade, elle peut retrouver la santé.
Elle est en santé, elle va commencer à perdre de la vitalité, elle va commencer à avoir des cauchemars si elle dort sous une pyramide, elle va commencer à avoir des problèmes, elle va commencer à perdre en vibration parce qu'on la reconstitue comme elle était à l'origine. Donc, l'énergie pyramidale, géniale, si on veut s'en servir comme silo. On place des grains dans un silo, sous une pyramide, ces grains vont être reconstitués au niveau vital et ils vont être momifiés. Lorsqu'on va prendre le grain et le planter, même 150 années, 200 ans, 1000 ans après, ça va pousser. Si on regarde, oui. C'est intéressant de mettre des graines pour faire du pain dans 2000 ans, c'est intéressant. Ouais, effectivement, on a un personnage que tu connais qui a fait cette expérience, qui a trouvé des grains de blé dans la pyramide de Khéops et qui les a plantés. Et la germe de blé, que d'ailleurs je l'ai vu derrière chez lui, on était rendu, il y avait de la neige et ça poussait toujours. Bon, c'est un très bon, d'ailleurs il a fait du pain avec. Du pain égyptien. Lorsque l'humain voudra s'exposer sous une forme qui dégage un onde de forme qui va amener une vitalité convenable, qui va permettre non pas de momifier, mais qui va permettre de réinstaurer l'énergie vitale, qui va permettre l'harmonie chez l'être humain. L'énergie vitale qui est une forme planétarisée de l'énergie supramentale, donc c'est la seule relation qu'il y a entre l'énergie amenée par la pyramide, qui condense une forme d'énergie vitale, qui est de l'éthérique planétaire, tandis que l'énergie supramentale est de l'éthérique supramentale, donc de l'éthérique extraplanétaire. Et la forme qui de plus en plus va être amenée au niveau de l'humain est une forme qui ne peut être construite que par une énergie mentale suffisamment orchestrée, donc qui n'a jamais pu voir naissance à l'intérieur de psychologie pensante conventionnelle, c'est-à-dire reliée à l'émotivité. Et ce sera la forme de dôme. Lorsque l'homme sera capable de constituer des dômes suffisamment grands, il aura la faculté d'être pacifié, la faculté d'être réénergisé, à la condition qu'il n'entre pas un culte à l'intérieur de son dôme. La forme dômique, elle a la faculté d'augmenter l'état dans lequel un être humain se trouve. Vous êtes spiritualisé dans une forme en dôme, vous allez vous spiritualiser. Vous voulez être relié à un savoir spontané dans une forme dômique, vous allez vous relier à un savoir spontané. C'est-à-dire que cette énergie vitale, elle est capable non seulement de réharmoniser la pathologie chez un être humain, mais elle a aussi la formidable fonction de permettre à l'être humain d'augmenter ce qu'il fait. Donc, c'est un couteau à double tranchant. Vous êtes déprimé, dans un dôme, on va vous déprimer. Vous êtes joyeux, dans un dôme, on va vous rendre joyeux. Et c'est pourquoi aussi, les antiques églises ont toujours eu des coupoles en forme de dôme, mais ils n'ont jamais pu en constituer des immenses parce que la technologie ne le permettait pas. Et la technologie ne le permettait pas parce que l'énergie mentale des humains de l'époque n'était pas suffisamment énergisée. Alors, l'être humain qui pénètre dans une coupole, dans une vieille église, s'il est spirituel, se spiritualise. Dans l'avenir, de toute façon, la construction domiciliaire va aussi être transformée. La pyramide, comme grenier, comme réinstaurateur de certaines choses. Mais c'est un outil dangereux pour l'homme. Je posais la question, moi, si je vais mettre ma belle-mère sous un dôme ou dans une pyramide, je vais choisir la pyramide parce que si le dôme fait accentuer que ses défauts, je suis bien parti. En tout cas, tout ce qui touche à l'Égypte, ça m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je fume des cigarettes du Nil, justement. Une dernière question ici, parce que la dame ou la personne, en tout cas, a un problème qui l'empêche de dormir. Je voudrais que tu lui expliques ce phénomène. Dans le centre de mes mains et sous les pieds, il y a un rond de chaleur qui me brûle. Ça se produit surtout la nuit. Est-ce que c'est de l'énergie qui circule mal? C'est de l'énergie qui circule mal et c'est surtout un mécanisme de manipulation hautement spirituel qui tend à s'imprimer dans la biologie de la personne. Il n'y a rien de dangereux, ça peut être effectivement achalant, mais à un moment donné, il faudra que la personne finisse par clarifier ceci. Alors, il faudra qu'elle coupe des liens avec certaines choses et il faudra qu'elle les coupe d'une façon mentale, intelligente. Il faudra qu'à un moment donné, elle comprenne l'absurdité de certaines choses.
C'est à ce genre de questions, justement, qu'il est intéressant de répondre lorsqu'on a quelques heures à parler avec une personne, mais qu'on ne peut à peu près pas répondre en conférence parce que une petite réponse peut perturber la personne et une grande réponse, premièrement, on n'a pas le temps et ça ne regarde pas tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait avec la question sur l'ajusteur de pensée? La semaine prochaine, je la garde. La semaine prochaine, on ouvre la conférence avec, parce que c'est un sujet qui regarde ce soir et qui regarde la semaine prochaine. La semaine prochaine, d'ailleurs, ce sont les mécanismes de l'amour intelligent. Alors, l'ajusteur de pensée va être celui qui va ajuster le savoir spontané par rapport à l'expression de l'amour chez l'homme nouveau, chez la femme nouvelle. Alors, ce qui fait que je la conserve. On ouvre la semaine prochaine avec cette question sur l'ajusteur de pensée au niveau de la conférence. C'est un rendez-vous vendredi prochain donc pour les mécanismes de l'amour intelligent en compagnie de Daniel Kemp.